Bonjour à tous. Eh bien, ces experts, à 9 reprises pendant l'été, on vous a parlé du Covid, surtout des leçons à tirer du Covid. Et aujourd'hui, dernière leçon à tirer, celle en matière urbanistique, en matière architecturale, en matière d'habitat. Et pour parler de ces leçons, tout d'abord une invitée, une architecte urbaniste, Sabine Leribaud. Bonjour. Bonjour. Et deux experts chroniqueurs. Nous avons l'urbaine rédactrice en chef adjointe de BX1, Stéphanie Meyer. Bonjour. Bonjour. Et le très urbain, le blogueur Yvan Vandenberg. Bonjour. Bonjour. Alors nous traiterons donc globalement de 3 questions. Que va-t-on faire de l'espace public et privé de Bruxelles, des Bruxellois en tout cas, avec cette crise, comment il va évoluer, comment l'habitat peut-il évoluer en matière de densité, il est très dense à Bruxelles, il n'y a pas de balcon par exemple, comment ça peut évoluer là aussi, et puis avec l'arrivée massive du télétravail, comment réorganiser son petit chez-soi pour pouvoir télétravailler. Voilà 3 thèmes que nous allons aborder, et on commence par le thème central de l'urbanisme et de l'habitat, c'est l'espace. Comment on le redéfinit, cet espace, à la fois l'espace public et l'espace privé. Sabine Leribaud, qu'est-ce que vous avez constaté? Comment les choses vont évoluer d'après vous? Ce qu'on a pu constater, tout le monde a pu le constater, c'est que si on n'a pas pu profiter de l'espace public pendant le confinement, après le confinement, tout le monde cherchait un restaurant avec terrasse, tout le monde cherchait à se retrouver dans les rues, tout le monde cherchait à trouver une place, son petit coin au soleil, au bois de la Cambre. Et je pense qu'on a surtout pu redécouvrir la valeur de ces espaces publics, ces espaces non construits. On insiste souvent sur le construit, donc quelque part sur l'individualité de chacun, chacune, le non construit, le collectif, l'espace public va devoir prendre énormément d'importance, et j'espère que justement les personnes qui occupent ces espaces publics, les Bruxellois et Bruxelloises, vont insister, militer pour que cet espace public soit pris en charge correctement. Aujourd'hui, il n'y en a pas assez pour vous, ces espaces collectifs? Je ne pense pas qu'il n'y en ait pas assez. Je pense qu'il n'est pas assez qualifié. C'est pas la même chose. Tout le monde a un avis, par exemple, sur l'aménagement du piétonnier à Bruxelles. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à débattre. Donc il faut ce débat ouvert justement. L'aménagement de nos parcs, l'aménagement de nos rues, les rapports des bâtiments par rapport à l'espace public. La façon dont on partage l'espace public, comment on s'organise en collectivité, de nouveau comment on fédère des gens autour d'espaces partagés. Je pense que là, ça va devenir essentiel post-Covid. Alors pendant ces moments de confinement et de déconfinement, Stéphanie Meyer, on a vu quand même que l'espace public, ça a pas mal changé. On a créé, provisoirement encore, des zones résidentielles, par exemple, et les zones WERF. Ça a quand même beaucoup bougé, tout ça. On est en fait, pour l'instant, dans une phase un peu d'expérimentation d'une série de choses, en disant l'espace public ne peut plus être uniquement un espace pour se déplacer, mais doit retrouver un peu sa valeur première, qui est un espace de socialisation, un espace de rencontre. Et donc, par exemple, il y a ce projet qui est lancé cet été, qui est encadré par la région, mais qui part d'initiatives locales, qui est Bruxelles en vacances, où il y a une quarantaine de petits projets de quartier qui partent d'associations, d'acteurs locaux, qui vont être de créer un grand bac à sable sur une place, de créer du mobilier urbain pour tel autre espace. Et donc, ils sont des choses qui viennent un peu de la base, d'en bas, pour une fois, pas quelque chose qui vient d'au-dessus, est-ce que ça peut rester, qui est fédéré et donc qui va être testé. Et l'intérêt de la chose, c'est un peu ce qu'on voit dans l'urbanisme tactique, c'est on essaye les choses et puis on peut les ajuster, agrandir, diminuer, corriger. Par exemple, pendant le Covid à Bogota, ils ont créé des pistes cyclables, ils ont créé d'abord beaucoup de kilomètres, puis après ils ont réduit, puis ils ont un petit peu agrandi, et finalement ils sont revenus à un nombre encore plus limité. Et donc d'avoir ce côté un petit peu évolutif, on a finalement, le Covid nous donne cette chance-là, c'est d'essayer de tester des choses. Alors ici on le fait cadrer avec la région, il y a des choses qui se font de manière très spontanée. On a vu à Scarbeck, cet habitant qui avait créé son petit jardinet à la place devant son garage, à la place de stationnement. Ça avait fait toute une polémique locale. Voilà, donc là, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas cadré. Ici, on vient avec d'autres initiatives cadrées. C'est intéressant de voir comment ça va évoluer. Et on voit que c'est quand même assez étonnant que grâce au Covid, on peut tester des choses, ce qui était impossible avant. Les maladies sont des catastrophes, mais sont aussi des opportunités. C'est bien qu'on avait une rivière à Bruxelles, la Seine. Pourquoi est-ce qu'on l'a voûtée? Parce qu'il y avait des maladies. Ça a changé complètement la ville. Les grands boulevards dont on parle, c'est grâce aux maladies, c'est grâce au voûtement. Je pense que
Un autre exemple, la tuberculose à une époque, les sanatoriums, ça a créé une nouvelle architecture, beaucoup plus épurée, beaucoup plus hygiénique, je dirais. Il y a de l'hygiénisme. Donc les maladies sont une occasion de s'arrêter, de réfléchir, et je crois ici en particulier, ça nous prépare à quelque chose qui n'est pas une maladie, qui est le réchauffement climatique, qui ne va pas venir d'un coup sec, mais qui avance tous les jours, et que donc c'est l'occasion de penser déjà à un rebond de la pandémie ou à l'arrivée d'un climat beaucoup plus chaud, donc des canicules, des choses comme ça. Alors Sabine Leribaud, vous insistez aussi beaucoup sur les matériaux qu'il faut utiliser. Quand vous dites, là on parlait des espaces publics, mais vous dites aussi dans les bâtiments, il faudrait plus de bois par exemple, plus d'éléments naturels. Oui, non, j'exagère quand je dis ça. Dans la production d'émissions de gaz à effet de serre, les émissions directes, nos bâtiments, la mobilité, c'est une part, mais les émissions indirectes dues aux matériaux que l'on importe, par exemple, sont, je crois, 5 fois plus élevées que les émissions directes. Ça veut dire qu'à grande échelle, donc, comme je le dis maintenant, utiliser le bois, par exemple, permet réellement de diminuer nos gaz à effet de serre et donc d'avoir un impact positif sur l'environnement, sur justement les modifications de température futures et donc de peut-être un jour éviter des futures catastrophes. Maintenant, à une échelle beaucoup plus petite, utiliser le bois, qui est un régulateur d'humidité naturel, qui apporte son odeur, qui est facile à construire, facile à modifier. J'ai passé la matinée ce matin à réfléchir comment modifier des façades en bois qu'on a construites ici pas loin, sur Greenpeace. Il y a une sorte de souplesse avec le bois qui aussi offre un certain bien-être au niveau du vécu dans nos logements, puisque si on parle uniquement du thème habitat, être bien chez soi, à court terme, s'il y a de nouveau des problèmes de confinement, ce sera un plus aussi. Donc, dans tous les sens du terme, le bois, c'est logique, par exemple. Par exemple. Oui, et dans le cadre des rénovations, parce qu'on a quand même l'habitude de construire, puis de détruire chez nous, ou parfois d'un peu rénover, mais surtout de reconstruire dessus, alors que peut-être la souplesse serait de pouvoir changer les choses sans tout casser. Cette souplesse, elle est nécessaire. Je pense que le prochain défi, y compris législatif, de Bruxelles, c'est l'économie circulaire. Ce sont les espaces flexibles, réversibles. On peut imaginer, comme on le fait aujourd'hui, des bureaux qui deviennent dans 20 ans, 30 ans des logements, qui deviennent dans 20 ans, 30 ans une bibliothèque. C'est comme ça qu'on dessine aujourd'hui. C'est le plan libre des années après-guerre, justement, où les structures sont minimum, impactent le moins possible le plan et permettent toutes sortes de configurations, où les hauteurs de dalle à dalle permettent toutes sortes de techniques et de configurations et de types d'occupation. Je pense que c'est essentiel de passer à cette souplesse, justement essentielle. Est-ce que vous êtes pour les grandes tours vitrées? Parfois on entend que le secrétaire d'État à l'urbanisme, il rêve de grandes tours dans Bruxelles. Est-ce que ça c'est une solution pour vous? Alors, densifier la ville, dans le cadre de la mixité, en y injectant du collectif et des équipements, proche des hubs de mobilité, c'est essentiel, de nouveau, pour réduire notre impact de tout point de vue. Je ne suis pas pour le tour tout vitré. Je pense que aujourd'hui, c'est heureux, c'est obligatoire. Donc, je rappelle le pouvoir du législatif. Pour obtenir un permis de bâtir, pour du neuf, et même dans énormément de cas de rénovation, on doit répondre à certaines réglementations techniques qui nous demandent, en gros, pour un immeuble de bureau, 60% de plein et que 40% de vitré. Donc, le tour tout vitré... C'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est illégal. Vous n'aurez pas votre permis. C'est une bonne chose, mais je pense que l'architecture doit aller plus loin que simplement penser à ce qui est vitré ou pas vitré, mais cela a un impact. Stéphanie Meyer, là-dessus, est-ce qu'on voit que l'urbanisme évolue ou va évoluer dans les mois à venir? Il y a tout un projet de création de toute une série de tours à Bruxelles. Ça, c'est à l'étude pour l'instant. C'est assez... les habitants ont une réaction assez négative généralement parce qu'il y a la peur de tours qu'on a connues par le passé. Toujours la question de la concertation. Ici, la volonté de la région, c'est de se dire, tiens, en créant la tour, on va diminuer un peu l'emprise au sol. Donc, on va pouvoir recréer de l'espace public, on revient à ce qu'on disait là, donc recréer de l'espace collectif et sortir de la tour monofonctionnelle où on a d'autres
activités dedans et donc réorganiser la ville comme ça. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a ce débat sur les tours, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Les tours des années 60, à un moment on voulait toutes les démolir, puis on en a construit d'autres, donc c'est un débat un peu compliqué. Alors vous qui faites le tour du monde, Yvan Vandenberg, est-ce que Bruxelles est un bon élève en matière de tours? Mais on n'en a pas des masses, il faut bien le dire, mais elles sont un peu n'importe où. Donc je crois que les tours, elles ne doivent pas se trouver dans le centre. Et par exemple, pour parler de la rue de la Loi, il faut quand même voir aussi l'aspect des perspectives. Les perspectives, c'est important dans une ville. On n'y fait pas fort attention à Bruxelles. La perspective sur le cinquantenaire, par exemple, quand on venait de Montgomery, vous allez voir émerger les tours. La deuxième question, c'est l'ombre. Ces tours font de l'ombre. Il y a des gens qui habitent dans des maisons normales à 3 étages qui vont être à l'ombre un certain temps. Donc tous ces éléments-là sont importants. Autant Upside qui se met sur le canal, je pense que c'est une bonne idée. Selon moi. Là, c'est un bon endroit. C'est un bon endroit. Celle qu'on avait mis là, à côté de la gare centrale, qui y a toujours d'ailleurs, que de donner à ne voulait plus voir de son balcon, ça ne va pas. Donc cette question-là de perspective, c'est d'abord où on les met, les tours. Parce que je pense aussi, quand vous parlez de tout cela, c'est que les tours, quand même, c'est quand même la plupart du temps assez énergivore. On ne peut pas imaginer. Dans les petites maisons, on en parlait tout à l'heure, faire des courants d'air. Le courant d'air, c'est une manière d'aérer sa maison gratuite, très efficace, si l'appartement est traversant. Donc pour moi, ça devrait être imposé maintenant. Les appartements devraient être traversants, qu'on puisse faire des courants d'air. Ça dispense un air conditionné qui fait du bruit, qui consomme beaucoup d'électricité, qui amène aussi, transmet des germes. Enfin, voilà, ça, c'est mon idée là-dessus. Vous avez une réflexion là-dessus, sur l'air conditionné ou comment aérer des pièces? Pour revenir peut-être au confinement, on en parlait, être assise dans un petit appartement qui est non traversant, pas évident, balcon ou pas balcon. Donc la question de la ventilation des appartements, de la ventilation nécessaire, la ventilation naturelle pendant les périodes plus chaudes, il faut en parler, comme il faut parler de protection solaire également. Comment on conçoit les logements au niveau du bien-être des personnes doit vraiment être au centre du débat. Avec les personnes avec qui nous travaillons, c'est clairement le centre du débat. Je n'ai rien contre les tours. Les tours ne sont pas nécessairement énergivores du tout, puisqu'elles sont très compactes, justement. Donc on a assez facile la tour Léo, justement, à Evere. On a déposé le permis juste avant l'obligation du passif à Bruxelles. Et parce qu'elle est tellement compacte et tellement bien isolée, avec des façades en bois, justement, la moitié des appartements sont d'office passifs, même si le maître d'ouvrage a voulu introduire son permis avant que le passif soit obligatoire. Donc cette compacité, elle est essentielle. Cette tour est également, on a rajouté des balcons d'1,60 m sur tout le périmètre du bâtiment. Donc à cause de ce sont des bureaux transformés en logements, à cause de la configuration, il y a peu de traversants, il y a beaucoup d'appartements d'angle. Du traversant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une façade avant et une façade arrière, ou une façade d'un côté et de l'autre côté un angle. Donc on peut créer un courant d'air. Et on le sait quand on va en vacances dans les vieilles maisons, quand il n'y a pas nécessairement d'air conditionné, eh bien on crée un petit courant d'air pour ne pas avoir trop chaud. Et ça, c'est essentiel. C'est aussi un rapport avec la nature, avec le monde extérieur que l'on doit maintenir. Nous ne sommes pas des poissons à vivre dans des bocaux à poissons. Mais ça nous amène à notre deuxième question, à notre deuxième thème, justement, parce qu'on s'est rendu compte pendant ce confinement que pas mal de gens vivaient dans des logements très petits à Bruxelles, et en plus sans balcon. Donc ça, c'était quand même un problème. Est-ce que ça va évoluer, ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'à Bruxelles, les logements seront peut-être plus grands et peut-être plus rares ou mieux disposés? Vers où va-t-on? Est-ce qu'il y aura des balcons partout? Ce serait un débat intéressant. Le règlement régional d'urbanisme impose déjà des tailles de logements, les tailles des pièces, les tailles des chambres, même la position, le nombre de portes, ça va jusque-là. C'est une bonne chose. On pourrait tout à fait débattre sur l'obligation en neuf de faire des terrasses et des balcons. Ceci dit, ce qui pose surtout souci, je pense, ce sont les logements existants qui, eux, ont besoin d'être rénovés pour correspondre à des normes énergétiques, de nouveau, dans une vision plus large. Et là, peut-être qu'il faudrait réfléchir à rajouter balcons et terrasses, mais on se heurte tout de suite à un autre débat qu'il faut avoir, c'est le bon aménagement des lieux, justement, avec des bâtiments existants, et jusqu'où est-ce qu'on peut les transformer, jusqu'où est-ce qu'on peut modifier les réglementations bruxelloises, les anciennes maisons bruxelloises, comment les transformer, comment rajouter un balcon sur une vieille maison bruxelloise, façade sud à rue.
C'est difficile, ça. Ouais. C'est difficile de changer ça, Stéphanie. En tout cas, sur cette question-là, ça, je laisse la réponse aux spécialistes. Mais la tendance naturelle ces dernières années, c'est d'aller vers des logements de plus en plus petits. Ça, c'est ce qui se constate sur le marché. Parce qu'il y a une surpopulation à Bruxelles, c'est pour ça. Oui, et la demande va vers ce type de bien. Alors, quand on voit le logement, un logement moyen est dans, je crois, les derniers chiffres qui étaient... Non, un appartement, le prix moyen, on est dans les 260 000 €. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'un grand appartement parce qu'il faut débourser encore plus. Je lisais dans un article en France, ils ont fait une étude sur les grandes villes, ils disaient un appartement avec un balcon en plus, c'est 20 à 30 000 € en plus qu'il faut débourser. Voilà, il faut aussi pouvoir se le permettre, c'est pas évident. Mais l'importance de ces balcons, on reparle du Covid, on l'a vu avec les applaudissements de 20 heures. On a recréé là des interactions dans les quartiers. Ouais. On a créé des liens parfois entre les gens qui n'existaient plus et qui peut-être maintenant sont peut-être en train de nouveau s'effilocher. Et donc il y a peut-être un enjeu au niveau des balcons. On parlait d'espace public tout à l'heure. On est là à la frontière entre l'espace public et privé. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à ça. Et alors Pascal Smet, donc le secrétaire d'État à l'urbanisme, disait début juillet que sa volonté c'était d'imposer des balcons à l'avenir dans les nouveaux bâtiments. Mais on sait bien que les bâtiments qui vont être mis sur le marché l'année prochaine, ce sont des bâtiments qui ont été lancés, imaginés il y a 5 ans, 10 ans, parfois plusieurs années, oui, donc ça prendra encore du temps. Et pourtant, il y a déjà des demandes pour des balcons, Yvan Van den Berg. Les immobiliers vous le disent, ils n'arrivent plus à vendre des maisons sans balcon ou sans terrasse. Il y a une demande énorme, mais pas pour ça. Bien sûr, dans le logement neuf, moi je trouve aussi qu'il faudrait l'imposer, et dans le logement qu'on rénove, on devrait pouvoir le faire. Et alors quand on regardait le règlement d'urbanisme, c'est maximum 1 mètre, c'est quand même assez peu, c'est maximum qu'on peut faire. Il faut encore que les monuments et sites acceptent. Beaucoup de bâtiments ils n'acceptent pas s'il n'y avait pas de balcon d'en mettre un. Je crois qu'on devrait encourager le placement de balcons. Pour les gens qui vivent, c'est une condition. La deuxième chose que je voulais dire par rapport aux logements plus petits, plus grands, à Bruxelles, nous avons des logements en moyenne plus grands qu'à Paris ou qu'à Londres. Mais on va devoir vivre dans des logements plus petits, pour à la fois des raisons de prix. On ne peut pas s'en payer des plus grands. Et d'où l'importance de l'espace public. Parce que si l'appartement est plus petit, les enfants, ils jouent où ? Dans la rue, sur le piétonnier, oui, au parc Fontaine-As aussi, mais à d'autres endroits. Donc, ils restent à la maison, dans les pieds des parents. Donc, je crois que c'est très important que si les logements rétrécissent, que l'espace public soit aménagé, soit convivial, soit accessible. Pour le piétonnier, il y a 3 jours, il y a des gens, des buildings là, qui organisaient un anniversaire avec un barbecue et ça, dans la rue, quoi. Autrement, ils n'ont pas pu le faire du tout, ils n'ont pas d'endroit pour le faire. Donc, vous voyez, je pense que c'est un espace public, pas seulement d'apparat, c'est aussi d'usage pour les habitants. C'est comme ça qu'on garde les gens en ville aussi, je voudrais dire. Est-ce que c'est facile de convaincre les monuments et sites de mettre des balcons, par exemple, dans le cas que citait Yvan Van den Berg? Est-ce que vous, dans votre pratique, est-ce que vous vous rendez compte de certains... Est-ce que la souplesse est possible? La souplesse, chez les monuments et sites. On a écrit un livre là-dessus. Les monuments et sites n'interviennent pas à chaque fois dans chaque dossier. C'est très très souvent qu'un avis consultatif. Le mieux, évidemment, c'est de débattre avec monuments et sites. Je pense qu'il faut écouter tous les points de vue. Je peux comprendre vraiment parfois la position de monuments et sites pour ne pas modifier certaines façades. Je pense qu'il y a peut-être des solutions alternatives. À côté de Greenpeace ici, il y a tous les logements Tivoli où il y a des jardinets, des terrasses privées au pied des immeubles côté intérieur d'îlot. Et puis à l'intérieur, vraiment au centre de cet îlot, des jardins collectifs partagés par tous et toutes. Je pense qu'il y a peut-être d'autres façons d'intervenir. Quand on regarde par au-dessus, Bruxelles, c'est très très vert, mais les intérieurs d'îlots sont privatisés en très grande partie. Donc je pense que le travail sur le collectif est peut-être une piste tout aussi intéressante que des balcons et des terrasses. L'individualité de chacun, chacune dérange. Donc vous voulez supprimer les jardins privés, en fait, c'est ça, et les rendre plus collectifs, c'est ça. Ceci est excessivement idéaliste ce que je raconte, mais quand je vois des jardins de ville en intérieur d'îlot qui font 6 mètres de large et 25 mètres de profondeur, on peut réfléchir. Ça pourrait se partager. Ça se fait quand même à plusieurs endroits où on a un petit jardin privé qui est profond de 3-4 mètres et puis une mise en commun de tous ces arrières de jardin pour un espace collectif derrière. Ce sont des choses qui se mettent en place. C'est souvent les habitants qui décident de faire même de leur initiative de la base, comme vous dites.
Oui, mais ce n'est pas structuré effectivement par les autorités. C'est vrai que dans d'autres villes, ça se fait de manière un peu plus obligatoire, comme effectivement en Grande-Bretagne. Parce que ce que vous disiez sur les îlots, c'est très juste. Bruxelles a énormément de très grands îlots. Mais deuxième et troisième couronne, la première couronne, les îlots, ils sont construits jusqu'à l'intérieur. Ils continuent à les densifier maintenant. Oui. Justement, notre troisième question, c'est un peu de se pencher sur comment est-ce qu'on peut réaménager l'intérieur de notre habitat. Avec cette question, où est-ce qu'on peut télétravailler? Parce que c'est quand même la question qui s'est posée pendant le confinement, comment on s'organise? Alors, Sabine Le Ribaud, est-ce qu'on peut changer l'intérieur de nos appartements facilement? Alors, pour donner un exemple concret, il y a le RRU. Le RRU demande que les chambres fassent minimum 9 mètres carrés. Donc ça, c'est le règlement. Ça, c'est le règlement. Dans nos projets, souvent, à cause de la disposition, de la position idéale par rapport à l'enseignement, à cause de l'urbanisme, on a certains appartements où le salon est un peu trop grand. Et donc, dans certains de ces appartements, on détermine des zones de 7, 8 mètres carrés, donc en dessous de 9 mètres carrés. On prévoit bien une fenêtre. Et les futurs occupants peuvent éventuellement transformer cette petite zone-là en chambre de bébé supplémentaire ou en zone de travail, justement, pour éventuellement travailler à la maison. Donc, il y a une certaine souplesse intelligente, le bon aménagement des lieux à l'échelle de l'appartement qui doit pouvoir être permise. Stéphanie Meyer, là-dessus, sur comment se débrouiller en télétravail, parce que un bureau, pour une personne, ça ne suffit pas nécessairement. Parfois, il en faut deux. Parfois, même 3 ou 4. On l'a vu pendant le confinement. Il y en a un qui avait un bureau, l'autre était dans le salon avec les enfants qui couraient partout. La concentration n'est pas les mêmes dans les deux cas. Et d'ailleurs, tous les experts en télétravail le disaient. Ils conseillaient d'avoir un espace isolé pour télétravail qui ne soit pas la chambre à coucher, parce que sinon, après, on dort mal. Donc, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, il y a une vraie question. Si, le confinement, est-ce qu'on va revivre un confinement comme on l'a vécu? J'espère que non. Par exemple, maintenant, on parle de quarantaine par rapport aux personnes qui sont parties en vacances cet été. Donc, il faut rester 15 jours chez soi, ou plusieurs jours chez soi. On reste chez soi, mais on peut télétravailler à ce moment-là. Et donc, ça veut dire que peut-être que dans l'avenir, régulièrement, on va être amené à devoir improviser des espaces comme ça. Donc, c'est une vraie question. Mais donc, un balcon en plus, 20-30 000 euros, un bureau en plus, ça fait aussi un budget en plus. Donc, ça augmente pas mal. Et moi, une chose qui m'inquiète un petit peu, qui m'interpelle, c'est le télétravail a tendance à se pérenniser. On se dit, on va retourner au boulot peut-être 2 jours par semaine. Le reste du temps, on restera en télétravail. Ça veut dire que moi qui habite Bruxelles et qui ne veux pas aller vivre en périphérie parce que je ne veux pas perdre 2 heures de ma vie tous les jours dans les transports, dans les embouteillages, le faire par contre 2 fois par semaine, pourquoi pas? Donc est-ce qu'on ne va pas assister à un nouvel exode urbain d'une certaine partie de la population plus aisée avec grâce des enfants, au télétravail, parce que le télétravail le permettra? Ça, c'est une vraie question qui est à se poser pour la suite. Yvan Van Notberg. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est peut-être un petit détail, c'est qu'on parle donc d'une part travailler au bureau et d'autre part travailler à la maison. Mais il y a quand même entre les deux aussi ce qu'on appelle maintenant le coworking, avec l'idée quand même que moi je défends tout à 10 minutes. Donc là où on habite, on va pouvoir trouver une école, une épicerie, on va pouvoir, si pas travailler chez soi, travailler sans aller à l'autre bout de la ville. Vous avez remarqué qu'à Bruxelles, c'est tout à 10 minutes, comme dit Philippe Claus, mais à Paris, c'est tout à un quart d'heure. Oui. Donc ça dépend de la ville. Mais je pense que c'est important, et c'est aussi dans l'idée que vous disiez, l'exode urbain va être favorisé, évidemment, puisque vous n'allez pas vous mettre à l'extérieur pour ne pas passer 2 heures dans l'embouteillage, mais si vous pouvez faire le télétravail, vous allez peut-être quand même aller dans Brabant wallon, ce qui n'est pas l'avantage de la ville de Bruxelles. Sabine Le Ribaud, là-dessus, est-ce qu'on voit comment déjà les bureaux vont évoluer? Est-ce qu'il y aura encore des paysagers? Est-ce qu'il y aura encore du coworking? On dit dans les dernières études de John Zlang, on en parlait, que les espaces paysagers, c'est fini pour le moment, post-Covid. Je pense que beaucoup peut arriver dans la vie, beaucoup d'autres crises. Donc du coup, on doit rester souple, flexible, réversible. Le nombre de chantiers de bureaux qu'on a conçus en tout cloisonné et qui terminent totalement décloisonnés. Le nombre de bâtiments de bureaux que l'on transforme en logements aujourd'hui. Je pense que la flexibilité par rapport à l'évolution du télétravail va être le maître mot. Et autre petite question, le passif, les logements passifs, les bâtiments passifs, ça a de l'avenir? Ça va continuer ou ça va progresser encore? Je pense que c'est un non-sujet.
Bien sûr que oui, ça va continuer. Est-ce qu'on imagine une maison qui ne tient pas, qui s'écroule? Est-ce qu'on imagine, avec les connaissances que l'on a aujourd'hui, construire une maison qui n'atteint pas des performances énergétiques faciles à atteindre? Bien sûr que ça va continuer, c'est intégré dans notre façon de fonctionner, comme construire des bâtiments, comme des banques de matériaux au niveau de cette réflexion sur l'économie circulaire, ça va devenir la norme. On ne peut pas faire autrement. Cette question, pour moi, ne se pose pas. C'est comment on va faire. La question ne se pose pas. Alors, Sabine Ribot, peut-être pour conclure, dans votre cabinet architecte associé, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que les gens sont un peu tendus, se posent beaucoup de questions à cause de cette crise, sur l'avenir de l'habitat et autres, ou bien vous êtes très serein en disant, nous on voit clair, on sait où on va? Nous, on n'est jamais serein. Je pense que quand on dit qu'on est en équilibre instable, et je pense que c'est important de l'être pour pouvoir réagir à tout ce qui arrive, comme un arbre qui arrive à se plier avec les forces du vent et qui ne craque pas. Donc on est éternellement inquiet parce qu'on est éternellement éveillé. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on doit accepter d'être inquiète, on doit accepter de voir ce qui nous entoure, cette crise du Covid, l'impact que ça va avoir sur le logement, sur notre façon de travailler. On doit voir ces questions-là et les intégrer. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Merci pour toutes ces réflexions. La semaine prochaine, samedi prochain, c'est le retour des experts grand format. Au revoir, bon week-end.